Ils sont des centaines à quitter leur pays chaque semaine, des centaines à préférer l'exil à la misère et à la guerre. Ils sont au cœur d'une controverse en France sur la politique des charters. Le focus ce matin est consacré aux Afghans qui quittent leur pays pour rejoindre la France et bien souvent la Grande-Bretagne. Avec nous, Wali Mohammadi, bonjour. Vous êtes en duplex de Lille où vous vivez actuellement. Alors vous êtes aujourd'hui pâtissier, vous avez été naturalisé français en 2008. Et vous racontez votre périple, comment vous êtes arrivé à Calais en partant de Kaboul. Vous aviez 15 ans quand vous avez décidé de partir. À l'époque, vous viviez sous le régime des talibans. Qu'est-ce qui vous a décidé à franchir le pas ? Oui, bonjour. Étant né dans un pays en étant en guerre et grandi dedans, et après perdre toute la famille, et durant cette guerre ça fait plus de 30 ans qui dure, je ne voyais pas d'avenir. Et comme j'avais une sœur aînée qui habitait en Angleterre, alors je voulais la rejoindre là-bas, même s'il se trouvait où il se trouvait et pas forcément en Angleterre. Alors vous allez nous raconter votre périple, Wali. Avant, je vous propose de regarder avec nous un reportage qu'a tourné notre correspondante en Afghanistan, Claire Billet. Elle a rencontré ses candidats au départ aujourd'hui dans la province de Herat. Regardez ce reportage, on se retrouve tout de suite après. Je veux aller en France. Ouais, pourquoi ? Parce que j'ai des problèmes. Mes parents m'ont dit d'aller en France pour essayer de trouver du travail. Ce jeune Afghan veut garder l'anonymat. Il a 18 ans. Dans une semaine, il part pour la France. Sans aucun visa, il va traverser l'Iran, la Turquie, la Grèce, puis l'Italie. Première étape, la ville de Herat, dans l'ouest afghan. Les futurs clandestins se retrouvent dans cet hôtel. Ils attendent en petits groupes qu'un passeur les emmène dans le sud, dans la zone où le gouvernement n'a que peu de contrôle. Entre l'Afghanistan et l'Iran, le trajet est très risqué. Il y a de nombreux ennemis du gouvernement qui opèrent là-bas. Ils combattent, attaquent sans relâche. Et nous, avant même d'arriver en Iran, on peut se retrouver pris au milieu des combats. Il y avait ces 4 Afghans qui étaient cachés sous un bus. Mais le bus a été arrêté par la police iranienne et immobilisé pendant longtemps au poste de contrôle. Les policiers ont fini par trouver la cachette, mais les 4 Afghans étaient morts, asphyxiés. Le trajet coûte au moins $600 par personne pour aller jusqu'en Iran. Sur la route des clandestins, dans la province de Farah, un passeur afghan a accepté de nous rencontrer. Nous sommes à l'entrée d'un district taliban, à une centaine de kilomètres de la frontière iranienne. Il communique par téléphone satellite avec les autres passeurs. De jour, il y a des contrôles à la frontière menés par la police afghane et surtout par la police iranienne. C'est pour cela qu'on préfère passer en Iran la nuit et à pied. La route est très longue. On est parfois obligé de passer près de certains postes de police. Et si on se fait attraper, on doit donner de l'argent pour qu'ils ferment les yeux. Parfois même $600 ne suffisent pas à leur graisser la patte. Retour à l'hôtel de Herat, Mohamed est un ancien clandestin. Il a réussi à atteindre la Grèce. Pendant 2 ans, il a travaillé au noir dans un restaurant avant d'être dénoncé et renvoyé. Le policier m'a arrêté et m'a battu avec sa matraque, mais aussi à coups de pied, à coups de poing. Tous les gens, quel que soit leur grade ou leur importance dans la société, me disaient « Tu es afghan, tu es sale, tu es un sale afghan ». Mohamed ne veut plus retourner en Europe. D'ailleurs, il ne veut plus en entendre parler. Aujourd'hui, il travaille dans les cuisines de l'hôtel. Il gagne l'équivalent d'1,50 € par jour. Wali Mohammadi, je rappelle que vous avez aujourd'hui 22 ans. Il y a 15 ans, vous avez vous-même quitté Kaboul. À l'époque, vous viviez sous le régime des talibans. Votre famille a donc été tuée. C'est une des raisons. En 2002, il n'y avait pas le régime de talibans. En fait, c'était bien les Occidentaux qui étaient arrivés. Ah d'accord, c'est en 2002, voilà, alors excusez-moi. En tout cas, vous vous êtes donc rendu, on va regarder votre trajet, vous êtes donc rendu à Peshawar depuis Kaboul en train, puis ensuite 12 jours de voiture avec des passeurs vers l'Iran, ensuite vous vous êtes passé en cheval, puis à pied jusqu'à la Turquie, et là vous arrivez à Istanbul, après donc des jours et des jours, plusieurs semaines, et puis à ce passage vers la Grèce, c'était la première fois que vous voyez la mer. Comment vous êtes passé, expliquez-nous.
Écoutez, en fait, j'ai rencontré beaucoup de passeurs en Turquie, à Istanbul. Et là-bas, comme leur tarif était trop cher, et puis, comme ils disaient, quand vous déposez garantie, mais pour ces choses-là, il n'y a pas de garantie. J'ai rencontré d'autres gens qui avaient le même problème que moi, qui étaient dans la même situation. Finalement, on avait acheté des petits bateaux gonflables et on a gonflé ça et en pleine nuit, on s'est trouvé face à la mer. Et il faut avoir une bonne dose de folie et être vraiment inconsciente pour tenter des choses pareilles. Voilà, pour la première fois que je voyais la mer. Et voilà, on a traversé un bras de Méditerranée avec des bateaux pneumatiques que vous achetez dans les rayons de jouets pour vos enfants quand vous allez en vacances. Et vous avez réussi à passer, vous êtes passé dès la première fois avec ces canots pneumatiques? Oui, enfin, c'était une chance parce que l'un de mes camarades, ils avaient essayé au moins 3-4 fois avant. C'est lui qui était notre guide d'ailleurs. Là, vous arrivez donc en Grèce après cet énorme périple, et là, c'est une île grecque, voilà, c'est une île grecque, ça s'appelait, je sais pas, Chios, Kos, je ne me souviens pas très bien. Quand je vois sur la carte, j'arrive à me situer où on était exactement, mais voilà, c'était une île grecque, c'était bien loin de l'Athènes. Et là, votre réaction quand vous arrivez sur cette île? C'était une bouffée d'air de la liberté. C'était un moment que je ne changerais pas. À ce moment-là, je ne voulais pas le changer contre un morceau de paradis. J'étais heureux, je me sentais enfin libre. Et je me suis dit, voilà, que là, je peux croire en l'avenir, je peux croire en mon destin et que, voilà, le passé, c'est passé. Maintenant, il faut croire à l'avenir. Alors à ce moment-là, vous y croyez, et pourtant c'est pas fini. Vous racontez dans votre livre que vous montez dans un camion en partance pour l'Italie, et des passagers qui étaient avec vous ont été arrêtés, pas vous. Oui, parce qu'en fait, j'étais très jeune et j'étais petit, migruchon. En fait, je passais un petit peu partout et en même temps, j'ai vu la lumière de lampe torche des policiers sur mes genoux. En fait, j'ai vu et je sais pas comment se fait, ils n'ont pas remarqué ma présence là. C'est peut-être, comme je suis quelqu'un de croyant, c'est peut-être Dieu qui m'a aidé. Arrivé à Calais, donc finalement, vous arrivez après combien? Plusieurs semaines 3 mois et demi. En tout, j'ai mis 3 mois et demi de Kaboul jusqu'à Calais, pour arriver à Calais. Et voilà, j'ai traîné pendant les 10 jours dans les rues de Calais, dans les ruines des maisons, sous les ponts, au parc, un peu partout, voilà. Et puis même, la plupart du temps, j'ai passé chez les policiers. J'avais un abonnement au centre de rétention de Coquelles. Pour vous, c'est la fin du cauchemar quand vous êtes à Calais, vous respirez, ou au contraire, c'est pas fini? Non. C'était encore plus un moment de désespoir. Après tout ce que j'avais vécu, j'arrive ici, je me fais coincer. J'étais bloqué à 35 minutes de mon but ultime, en fait. Et voilà, c'était un moment, je suis arrivé ici à bout de mes forces physiques et puis mentales. Vous savez, c'est pas très marrant de se faire arrêter 3 fois par jour et vous plaquer contre le mur quand vous avez 15 ans. Wally Mohammadi, dernière question. Qu'est-ce que vous pensez de cette polémique en France autour des charters, du retour des Afghans dans un pays en guerre? Je trouve que c'est pas très logique. En fait, là, vous, les Occidentaux, les Américains, vous êtes renforcés votre armée là-bas en Afghanistan parce qu'il y a un vrai danger. Vous le savez ça aussi bien que moi. Et là, vous renvoyez les gens civils, alors que vous savez vous-même que même le président de ce pays, Hamid Karzai, n'est pas en sécurité. Il y a des roquettes qui tombent sur le palais présidentiel et il y a des attentats terroristes un peu partout. Et là, vous renvoyez les civils pour faire quoi? Pour le mettre entre les mains de talibans et pour le faire tuer et massacrer? Merci beaucoup, Wally Mohammadi. Merci pour votre témoignage de Kaboul à Calais. C'est le titre de votre livre qu'on peut trouver dans toutes les librairies. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, un peu moins de 2 minutes maintenant, vous retrouvez Arnaud Révoire pour une nouvelle demi-heure d'information. C'est la fin de ce Focus.